Bien, écoutez, je vais vous parler d'un jeu de cartes euh, qui pose beaucoup de problèmes au niveau des règles. C'est un jeu de cartes qui semblerait avoir été joué durant, on va dire, le 17e, 18e, 19e siècle. En tout cas, les règles ont été répétées, répétées et répétées dans les ouvrages de règles de jeu pendant toute cette époque. Mais il se trouve que à leur lecture de ces règles, c'est quasiment impossible d'y jouer sérieusement. Les règles ne sont pas claires du tout. Et on peut se poser la question de savoir s'il était vraiment très pratiqué. En tout cas, ceux qui ont écrit les règles ne devaient pas vraiment les pratiquer. Dans le sens où, si vous prenez des jeux comme le jeu de l'ombre, on va dire l'écarté, le brelan, le whist, n'importe quoi, tout ce que vous pouvez imaginer, le quadrille, eh bien tout ça, vous allez trouver des règles qui sont tout à fait compréhensibles et très bien développées. C'était clairement un jeu connu et bien connu. Alors que le Rumsteak, c'est un jeu vraiment où les règles sont, sont très difficiles à comprendre. L'expression qui en est faite ne semble pas être, euh, être sortie de connaissances bien pointues de ce jeu. Alors, pourquoi je m'attaque à ce jeu? Je m'attaque à ce jeu parce que, d'abord, dans les commentaires, cela m'a été suggéré par Pierre Longuet, justement, qui, qui s'est intéressé à l'étymologie de Rumsteak. J'ai donc commencé à en discuter. Et puis finalement, je me suis dit, bon ben, allons-y, hein, étudions les règles, étudions tout ce qu'on peut trouver. Alors on va les trouver notamment sur Wikipédia en anglais. Euh, ce sont des règles qui sont tirées essentiellement d'un ouvrage de David Parlett, donc très récent. Bien, ou alors d'un autre livre, d'un autre ouvrage du 19e siècle, Le Salon des Jeux. Il n'en reste pas moins que c'est toujours, ça ne me semble pas, les règles qui sont exprimées ne me semblaient pas du tout conformes aux règles originales. Alors, j'ai tout repris. J'ai surtout repris les règles les plus anciennes. Et les règles les plus anciennes, elles datent donc de 1649. Elles se trouvent dans la maison académique de La Marinière. Donc le 1649, la maison académique, donc c'est tout un ensemble de... C'est un livre de règles de jeu dans lequel on trouve justement le Rumsteak. Alors là, c'est les plus anciennes règles. Et ces règles vont être reprises d'édition en édition jusqu'au début du XVIIIe siècle, 1702 je crois bien. Elles seront inchangées. Par contre, lorsque la maison académique ne sera plus éditée, ce sera donc la place pour les académies universelles des jeux. Alors, on va trouver notamment en 1721 les règles du Rumsteak dans la plus nouvelle Académie universelle des jeux, 1721. Et ensuite, en 1725, ce sera dans l'Académie universelle des jeux, et ce sera réédité, 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 jusqu'au 19e siècle, sans changement. Au 19e siècle, ce sera repris, sans vraiment grand changement non plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les règles donc on va dire du XVIIe siècle
sont différentes des règles du XVIIIe siècle et bien sûr de tout ce qui va suivre, puisqu'ensuite ce n'est qu'un travail de copiste jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vraiment différent entre ces deux lots de règles, on va dire, ces deux règles, on va dire, puisque finalement ce sont deux règles? Ah ben c'est très très lourd comme indifférence. C'est que le jeu n'est plus du tout le même. Et il n'est plus du tout le même parce que les copistes du XVIIIe siècle n'ont visiblement pas compris ce qu'a voulu dire l'auteur du XVIIe siècle. Et je vais essayer de vous expliquer tout cela. Alors voilà, pour cela, je vais vous parler donc de le Rumsteck. Que ce soit au XVIIe, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, le Rumsteck, dès le départ, était dit être un jeu hollandais, un jeu de cartes hollandais. Le nom, l'appellation, serait l'assemblage de deux mots, le mot Rome et le mot steak. Il est dit que ces deux mots sont des termes de vocabulaire de ce jeu. Nous allons le voir. Alors, que signifiait Rome et que signifiait steak? Nous en parlerons après. Nous en parlerons lorsqu'on aura exposé les règles. Les règles telles qu'elles doivent être, et non pas celles que l'on voit aujourd'hui ou que l'on voit au XVIIIe et XIXe siècle. Ce qui change beaucoup de choses. Vous allez le voir. Donc le jeu s'appelle le Rumsteck. Bien, très bien. Je vais enlever, pour le moment, le Rome et le steak. Bien. C'est un jeu qui se joue avec un jeu de 36 cartes. Alors c'est quoi un jeu de 36 cartes? Eh bien c'est un jeu de 32 cartes auquel on a ajouté les 6. Voilà. Là c'est la plus forte carte et le 6 la plus petite. C'est-à-dire c'est comme au piquet tel qu'on le jouait encore sous Louis XIV. C'est un jeu de piquet ancien. Le jeu de piquet ensuite est passé à 32 cartes en enlevant les 6. Mais là on joue avec donc 36 cartes. Très bien. À combien de joueurs peuvent y participer? Eh bien, 6 joueurs peuvent y jouer. 6, ou bien 4, ou bien 2. À 2, on joue 1 contre 1, bien sûr. À 4, 2 contre 2. Et à 6, 3 contre 3. Comment sont disposés les joueurs? Les joueurs sont disposés une équipe d'un côté de la table, une équipe de l'autre côté de la table. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on n'alterne pas un équipier d'une équipe et un de l'autre, comme on pourrait faire dans un jeu comme la belote. Non, mais dans les jeux les plus anciens, les équipiers se mettaient côte à côte et pouvaient se communiquer le jeu au moins de visu, sans échanger leurs cartes, bien entendu. Donc, c'est comme ça que se disposerait un jeu. Si on jouait à 6, voilà comment cela se passerait. Donc, il y aurait le joueur A, le joueur B, le joueur C. Ça, c'est une équipe. Et le joueur D, E et F. Ça, c'est la deuxième équipe. C'est en jouant à 6. Vous voyez? Bon, si on jouait à 4, bien sûr, il n'y aurait plus que 1, 2, 3 et 4. Et à 1, à 2, 1 et 1. Et voilà, c'est tout. Voilà comment ça se passe. Maintenant, il faut savoir comment on choisit les équipiers. Les équipiers sont choisis en distribuant, on va prendre, par exemple, si on joue à 6, on va prendre 6 cartes du jeu. Le mieux, c'est de prendre donc 6 cartes différentes.
prendre le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 et le valet, par exemple. Prenez 6 cartes qui se suivent, peu importe la couleur. On mélange, chacun tire une carte. Les 3 plus faibles se mettent ensemble et les 3 plus fortes se mettent ensemble. Voilà. Si on joue à 4, c'est pareil. On prend 4 cartes et puis les 2 plus fortes et les 2 plus faibles se mettent ensemble. Voilà comment se constituent les équipes. Ensuite, qui est-ce qui va donner pour la première donne? Qui est-ce qui va faire? Eh bien, un des joueurs va prendre toutes les cartes. Bon, je vais tout remettre ensemble. J'expliquerai pourquoi j'avais mis ces cartes-là. Donc, un joueur va mélanger, peu importe. Un des deux du milieu, si on joue à 6, hein, c'est toujours ceux du milieu, va donner le jeu à l'adversaire qui va couper, comme on dit. Il va tourner, il va montrer un 8. Il montre un 8. Et l'autre, ensuite, va couper aussi et il montre un As. Là, c'est la plus forte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est le joueur qui a tiré la plus forte, c'est-à-dire, ici, c'est le joueur E, qui va donner ou pas pour la première fois. Alors, pourquoi ou pas? Eh bien, parce que à 6, c'est plutôt la plus haute commande. C'est-à-dire que le joueur E, ayant tiré la plus forte carte, va pouvoir commander à son adversaire de distribuer celui du milieu. Ou bien il va choisir de le faire lui-même. C'est un choix qui est donné à celui qui a tiré la plus haute. Et qui est justifié par le fait que, selon les joueurs, il y en a qui vont penser que c'est mieux d'être le premier donneur, et d'autres diront que non, c'est plutôt mieux que ce soit l'autre qui soit le premier donneur. Alors, comme il y a une incertitude, eh bien, on dit que la plus haute commande. Ce choix étant fait, le joueur qui a, admettons, j'ai décidé que je suis E, c'est moi qui vais donner, donc je vais procéder à la donne. Mais voyons qu'est-ce qu'il se passerait s'il y avait 4 joueurs. On va avoir 4 joueurs. Donc on va dire, allez, on va enlever cette carte et on va enlever celle-ci. Donc il y a 4 joueurs qui seront A, C, D, F. Très bien. Et là, il faut décider qui sera le premier donneur. Alors ça va être un peu différent, mais toujours, ça se passera entre A et D. Non pas entre F et C, ou F et A, ou D et C. Non, c'est toujours entre A et D. C'est-à-dire ce qui devait en couper de travers. Couper de travers. De travers, mais dans ce sens-là. A et D, et non pas C et F. Vous allez voir pourquoi. Donc, D, par exemple, va mélanger, il va donner à A, qui va couper. Il va sortir un 8. Puis c'est D, il prend un As. Donc c'est D qui va... Alors non, excusez-moi. À ce jeu, il faut faire très attention, hein, parce que bon, c'est pas gravissime tout ça, mais si vous voulez, en fait, cette fois-ci, ça sera la plus petite. La plus petite, c'est qui va cette fois-ci donner. Elle n'aura pas le choix, elle devra donner. La plus petite, parce que ce n'est pas un avantage de donner. Voilà. C'est comme ça. Alors, à 4, donc, on coupe en travers de cette manière, et c'est la plus petite qui donne. Voilà. Elle va donner. Elle va donner. Et alors, si on joue à 1 contre 1, eh ben, c'est pareil, hein, ça sera la plus petite qui donnera. Voilà. Nous revoici au jeu. À 6. Bon, que ce soit à 6, à 4 ou à 2, le jeu sera ensuite pareil. Donc, que va-t-il se passer? Je vais donner à couper à mon adversaire. Il va couper.
toujours pareil, c'est le milieu qui joue quand on est 6. Et à ce moment-là, je vais devoir distribuer 5 cartes à chaque joueur. 5. Alors pour les distribuer, j'ai plusieurs solutions. Je peux faire par exemple un tour avec 2 cartes, un autre tour avec 2 cartes et un tour avec une carte par exemple. Ou alors une carte, 2 cartes. On a plusieurs solutions, vous voyez. Mais aussi on peut faire 2 et 3 ou 3 et 2. Alors supposons que je décide de faire 3 et 2. Donc je distribue 3. Personne ne regarde pour l'instant. Vous voyez, je commence par mon voisin de droite qui est mon équipier. Je serre les équipiers d'en face. Et voilà. Voilà. Et puis maintenant, je fais un tour à 2. Comme ça, tout le monde a 5 cartes. Tout est distribué. Il reste des cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Ce qui est normal, 6 x 5, 30 et 6, 36. Alors, il s'agit du talon, mais ce talon ne sera pas utilisé. Donc, je mets les cartes de côté. Personne ne les verra. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retourne, et donc il n'y a pas d'atout. Il n'y a pas d'atout à ce jeu. Il n'y a pas d'atout. Chacun va regarder ses cartes, et je peux déjà vous dire comment fonctionne le jeu de la carte. Alors, il s'agit de faire des levées. Chaque joueur, en commençant par le premier c'est celui qui est à la droite du donneur, le premier en carte, suivi toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça va être F d'abord, puis A, B, C, D, et enfin moi-même E, qui allons jouer notre carte. Et qui est-ce qui va faire la levée? C'est celui qui aura mis la plus forte carte de la couleur demandée par le premier. Donc si le premier demande du cœur, tout le monde devra jouer du cœur. Si on n'a pas de cœur, on jouera autre chose. Mais autrement, on est obligé de jouer du cœur. Et c'est celui qui aura mis la plus forte carte à cœur qui fera la levée. Voilà. Donc, celui qui aura fait la levée, ensuite, va jouer sa première... Alors maintenant que c'est B qui fasse la levée, il va jouer une carte de la couleur qu'il voudra. Ça sera la couleur demandée. Et on fera encore un tour pour savoir qui est-ce qui fera cette deuxième levée jusqu'à la 5e levée, où ça sera terminé pour le coup. Voilà comment ça se passe. Donc chacun va regarder ses cartes et les équipiers vont pouvoir regarder les cartes de l'autre. Pas ceux de l'adversaire, mais on peut se communiquer nos cartes pour savoir quelle va être la meilleure solution pour nous. Alors la solution c'est quoi? La solution c'est de marquer des points. Un maximum de points. Alors comment allons-nous faire? La règle dit que lorsqu'un joueur est désigné comme donneur, alors l'exemple est pris lorsqu'on est à 6. E est donneur, alors B est chargé d'enregistrer la marque, d'enregistrer les points qui sont marqués. Pour marquer les points, on marque les points de manière décroissante. C'est-à-dire qu'on part du maximum, et celui qui arrive à 0 le premier a gagné. On déduit les points. Quand on gagne, on déduit des points. À combien de points pour gagner une partie? À 6, il faut 35 points. 35 points à 6. Et en dessous de 6, ça sera, c'est-à-dire à 4 joueurs ou à 2 joueurs, alors ça sera 21 points. 35 et 21. Ça, c'était les premières règles. Par contre, à partir de 1700, on va dire 21, les règles ont été révisées, on est passé à 36 et c'est resté à 36. Bon, c'est pas très important, mais dans les règles originales, c'était 35, c'est tout. Alors peut-être c'est dit 36, ça sonne mieux, hein. C'est comme les jeux de dés,
36 possibilités avec 2 dés. Bon, bref, 36 ça sonnait mieux que 35, mais je vous garantis qu'à l'origine c'était 35. Bon, donc moi je retiens 35 points, et donc, et 21, ça c'était 21, ça a toujours été 21. Il est dit aussi que de toute manière, si les joueurs s'entendent, ils peuvent jouer avec une autre quantité de points. C'est une convention. Donc là, 6 joueurs, 35 points. Comment le joueur B va-t-il tenir la marque? Il y a plusieurs solutions. Soit il utilise des jetons. Il va utiliser des jetons. Il aura des jetons. Normalement, c'est lui qui tient la marque, donc il doit avoir, on va dire, donc 35 jetons pour son équipe et 35 jetons pour l'autre équipe. Quand une des deux équipes va marquer des points, alors il va enlever des jetons et les mettre dans une corbeille à part. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir suivre le jeu. Voilà. Voilà comment ça se passe. Il y a une autre manière de faire qui se pratiquait en Hollande, et ça c'est très important pour l'étymologie du jeu, c'est que la marque était faite à la craie, sur la table. C'est-à-dire que dès le départ, B faisait donc un petit tableau avec 35 marques, 35 bâtons, 35 traits pour l'un et pour l'autre. Et chaque fois une des deux équipes marquerait des points, alors il effacera autant de marques que de points gagnés par l'équipe. On enlève les marques, on enlève les bâtons. Comment se dit bâton en hollandais? Alors, les prononciations, moi je ne parle pas hollandais, hein. Donc c'est stok, S-T-O-K. Stok, c'est pas loin de steak. D'ailleurs, peut-être que prononce-t-on plutôt stock que steak. Donc, il y a déjà un indice sur la deuxième partie de l'appellation du jeu. Rome, stock. Très bien. Revenons au jeu. Vous allez voir tout de suite, on va ressouder tout ça. Donc on en est, tous les joueurs ont 5 cartes et ils vont jouer et faire des levées. Celui qui fera la dernière levée, la dernière levée. Il faut jouer la première, la deuxième, la troisième, et on arrive à la dernière. La dernière levée est très importante parce qu'elle va rapporter un point, c'est-à-dire une marque. Et comment s'appelle ce point, cette marque, cette dernière levée? On appelle ça le stock ou steak. C'est le steak. Et ça consiste à enlever un bâton, c'est-à-dire un stock, de notre réserve de points que tient le joueur B pour nous. Donc, première manière de gagner, c'est de faire la dernière levée. C'est la dernière levée qui compte un point et ce qui s'appelle le stock. Voilà. Donc on peut penser sérieusement que l'appellation stock de Rome Stock correspond à cette marque en forme de bâton, puisque les Hollandais, c'est comme cela qu'ils marquaient les points sur la table. Ou les marques, c'est appelé des marques. Voilà. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on peut jouer, on ne pourrait jouer avec des jetons et enlever un jeton. Il resterait 34 jetons. Voilà, vous avez vu la première manière de marquer. Et aussi la raison probable de l'appellation stock. Très bien.
Ensuite, si on devait s'en tenir là, il faudrait beaucoup de temps pour passer de 35 à 0. Il faudrait 35 coups, minimum, et en gagnant tous les coups. Donc ça peut aller jusqu'à 70 coups. C'est pas suffisant. Il faut trouver d'autres moyens de marquer des points. Alors, là je fais un saut immédiatement dans les règles à partir de 1721. À partir de 1721, et jusqu'à maintenant, il est dit que les points vont être marqués en fonction d'annonces. Des annonces. Vous savez, quand vous jouez à la belote, vous avez la tierce, le carré, le brelan, vous avez tout ce que vous voulez. Enfin, ouais, je ne sais pas si c'est le brelan d'ailleurs. Vous avez toute une sorte de séquence comme ça que vous allez pouvoir annoncer au premier tour et qui va vous faire gagner des points. Eh bien, effectivement, au Rumsteak, il y a quelque chose qui y ressemble. Ce sont donc des combinaisons qui vont rapporter des points, mais pas toutes de la même manière qu'à la belote où il faut les annoncer dès le premier coup et puis on les marque. Non, non, pas ça. Mais d'abord, nous allons dire quelles sont ces annonces. Alors, la plus basse annonce s'appelle le ROM. Le ROM, comme dans Rumsteak, R-O-M-E. Donc le ROM, c'est une autre manière de marquer des points. C'est la manière la plus courante. Vous allez voir pourquoi, parce que cette annonce, c'est la paire. Si vous avez une paire, c'est-à-dire, on va dire de valets, de 10, de 9, de 8, de 7, de 6, de tout ce que vous voulez, hein, eh bien vous allez marquer un point. Donc on enlèvera une marque. On enlèvera une marque. Très bien. Si vous avez ça, hein, si vous avez un ROM. Mais vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle le double ROM. Alors c'est quoi le double ROM? Le double ROM, c'est aussi une paire, mais majeure, c'est-à-dire à l'as ou au roi. Si votre ROM est à l'as ou au roi, on l'appelle un double ROM. Et c'est-à-dire qu'il va rapporter 2 points. Donc vous voyez la paire, 1 point, la double paire, 2 points. On voit bien que c'est pas la double paire, excusez-moi. Le double ROM n'est pas une double paire, justement. Attention, le double ROM, c'est une paire majeure, c'est-à-dire à l'as ou au roi, c'est tout. Mais ensuite, quand on descend, elle rapporte 2 points, mais en dessous, à partir de la dame jusqu'au 6, ce n'est plus qu'un simple ROM et qui rapporte que 1 point. La double paire, qu'il ne faut pas confondre avec le double ROM, enfin, n'existe pas vraiment. Il y a des exceptions, il y a des cas où ils existent, on va le voir, mais d'une manière générale, vous ne pouvez pas annoncer une double paire comme ça. Par exemple, faire valoir 2 ROM. Hein. Vous avez un ROM et un deuxième, ben vous en ferez valoir un seul, sauf s'il rentre dans les exceptions. Oui. Voilà. Et on va les voir après, les exceptions. Donc voilà, on en est donc dans le... Donc vous voyez bien qu'avoir une paire, c'est quand même ce qui va être le plus facile à avoir. Donc on peut penser que l'appellation ROM a peut-être existé au tout début du jeu, de la création de ce jeu, justement parce que c'est l'annonce qui va être la plus fréquente. Bon, nous avons vu les plus fréquentes. Maintenant, voyons les moins fréquentes, et en revenant ensuite vers le double ROM. La plus difficile à avoir, c'est le carré. Donc 4 cartes de même hauteur. Donc ça peut être 4 As comme 4 rois, jusqu'à 4 6, peu importe. Si on a ça en main, alors
si on a ces 4 en main, dès le départ, hein, vous avez de toute façon, il n'y aura pas d'autre possibilité d'en acquérir, puisqu'on ne va pas acquérir de cartes dans le jeu. Donc, si vous avez dans vos 5 cartes, 4 cartes de même hauteur, vous avez donc gagné la partie. C'est-à-dire qu'on arrête le jeu tout de suite, vous avez gagné la partie. S'il y avait un enjeu, l'équipe est gagnante, parce qu'on joue en équipe. Donc si D a un carré, l'équipe DEF a gagné. Voilà. Si B a un carré, c'est elle qui a gagné. Si par hasard, un hasard extraordinaire, plusieurs joueurs dans des équipes différentes avaient un carré en main, ça serait le plus haut qui gagnerait la partie. Voilà. C'est le seul cas où on a gagné la partie d'emblée. Alors comment s'appelle le carré? Et le carré s'appelle Virlik. Virlik. Alors ça s'écrivait V-I-R-L-I-C-Q-U-E, ou des fois on ne mettait pas le C. Virlik. Alors c'est une appellation curieuse dont personne ne s'est attaqué à sa signification. Bon, j'ai fait quelques recherches quand même, en fouillant un peu dans les dictionnaires anciens ou autres, hollandais notamment, pour voir simplement que vir, V-I-E-R, signifie 4. Bon, déjà, 4 cartes identiques de même hauteur, vir 4, ça parle. Reste à savoir pour Lick. Bon, alors je n'ai rien trouvé, sauf que vir de Lick, voyez, vir de Lick, ça veut dire fait de 4 éléments. Bon, on tient notre signification du carré, avec une prononciation française. Voilà l'explication. C'est pas un mot, on va dire, inventé de toutes pièces. Non, non, c'est un mot qui est tiré du hollandais. Donc on ne dira pas carré, mais on dira virlik. Et là, après le jeu est terminé, la partie est finie, on en fait une autre. En dessous du virlik, que va-t-on trouver? Eh bien, on va trouver le brelan. Le brelan, donc, c'est la même chose, mais avec 3 cartes de même hauteur. En main, d'accord? Chaque joueur, c'est pas l'équipe, c'est chaque joueur, voilà. Alors, là, si vous voulez, il ne s'agit pas de les comparer, vous allez voir pourquoi. On ne compare pas, si moi j'ai un brelan de roi, l'autre il a un brelan de 8, bon c'est le mien qui vaut. Non, les deux valent. Les deux valent. Alors pourquoi? Comment et pourquoi? Eh bien, le brelan, 3 cartes. Je vais vous donner tout de suite l'appellation au jeu. L'appellation au jeu, c'est triche, comme le verbe tricher. Bon, là, c'est une adaptation encore d'un mot hollandais, c'est sûr. Alors, triche, tri. Bon, alors je regarde, et puis en fait, en hollandais, on va dire drie, D-R-I-E. D-R-I-E, tri, vous voyez, drie, tri. Bon, voilà, ok, l'adaptation. Ok, de drie, on passe à tri. Ça veut dire 3, voilà. Alors reste le terminal che, où je n'ai pas trop fait de recherche là-dessus. Mais enfin, on pense déjà, on voit que dri, c'est la racine, c'est 3, voilà. Donc c'est pas encore quelque chose d'inventé complètement, voilà. C'est une adaptation d'un mot hollandais. Et c'est donc le brelan, mais on va dire triche. Nous. On avait la virlik, et là on parlera de triche. Très bien. Je vais vous dire comment on annonce un triche, mais je vais d'abord vous faire part des autres annonces. Il vient ensuite une annonce très particulière qui s'appelle le double ningre. Double ningre. Alors là c'est un peu particulier. Le double ningre, je vais vous le sortir. Le double ningre, c'est une annonce
qui, on peut dire que c'est une exception par rapport aux deux paires. Je vous dis qu'on ne peut pas annoncer deux paires, mais qu'il y avait des exceptions. Eh bien, le double ningre est une exception. C'est une exception dans le sens où on va trouver une double paire dedans, mais bien particulière. Alors c'est quoi? Eh bien, un double ningre, c'est une paire d'as avec une paire de rois. C'est pour ça que j'avais mis ça sur la table. Une paire d'as, quelle que soit la paire d'as, peu importe, associée à une paire de rois, ça fait 4 cartes qui forment le double ningre. Mais pas que ça. Ça peut être aussi une paire d'as associée à une paire de 10. Et aussi une paire de rois associée à une paire de 10. Et ces trois sortes de, on va dire, de double paire, ces trois sortes, et uniquement ces trois sortes de double paire, forment le double ningre. Si vous avez une de ces trois, vous avez double ningre. Et quand rapporte un double ningre, elle rapporte 3 points. Elle rapporte 3 points. Je ne vous ai pas dit que la triche rapportait aussi 3 points. La triche, donc le brelan, rapporte 3 points. Le double ningre rapporte aussi 3 points. Mais permet de placer une double paire que vous n'auriez pas pu placer si vous aviez annoncé un rhum qui vaut 1 ou un double rhum qui vaut 2. Donc, paire d'as et paire de roi, paire d'as et paire de 10, paire de roi et paire de 10. C'est tout. Ça, c'est le double ningre. L'étymologie de ningre. Là, je vous avoue, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ningre, ça semble vouloir dire noir, nègre. Bon. Pourquoi? Quelle est la raison? Je ne sais pas. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Il reste une dernière annonce. Bon, vous avez vu, c'est pas très compliqué pour l'instant. Vous avez eu la paire. Je parle les mots modernes. Une paire majeure, As-Roi. Après, vous avez le brelan avec 3 cartes. Le carré qui fait gagner toute la partie. Tout ça, c'est connu. C'est très simple. Et puis, vous avez cette fameuse double ningre qui finalement n'est pas compliquée. Hein. Il faut déjà penser qu'il faut avoir au minimum une paire d'as ou une paire de rois. Et l'associer, cette paire d'as et cette paire de rois seront associées à une paire de 10, ou bien elles iront ensemble, paire d'as et paire de rois. Vous avez paire d'as, paire de rois, ou bien alors paire d'as avec paire de 10, paire de rois avec paire de 10. Bon, tout simplement. C'est pas très compliqué. Reste un cas particulier, vraiment très particulier, vous allez le voir, il s'appelle le village. Village. Bon, là, on utilise un mot français. Qu'est-ce que le village? Le village ne peut être réalisé, c'est encore un ensemble de paires. Alors, ça ne peut être réalisé qu'à partir de la dame, ni avec les as, ni avec les rois. Ça va être donc une double paire. Donc ça va être, on a vu que comme ce n'est pas des paires d'as ou de rois, ça sera des roms. C'est une association de 2 roms. Comme vous ne pouvez pas annoncer 2 roms, dans ce cas-là, vous les annoncez, mais sous le nom de village. Mais attention, ces 2 paires, pas plus hautes que la dame, en tout cas, eh bien, devront être de rang, chaque paire devrait être d'un rang immédiatement, hiérarchiquement, en dessous ou en dessus. Par exemple, une paire de dames et une paire de valets. Vous voyez? Mais aussi une paire de valets avec une paire de 10. Une paire de 10 avec une paire de 9. Une paire de 9 avec une paire de 8. Une paire de 8 avec une paire de 7. Une paire de 7 avec une paire de 6. Tout ça constitue des villages. Ces 2 paires associées et qui se suivent. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Là, il y a encore un critère à rajouter.
c'est que quand vous prenez deux paires ainsi constituées, il faut qu'elles soient de la même couleur. Vous voyez, de la même couleur. C'est-à-dire que si vous avez une paire de dames cœur carreau, et bien la paire de valets devra aussi être cœur carreau. D'accord? C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Comme ça, vous aurez valet et dame, par exemple, à cœur, et valet dame à carreau, ou valet dame à pique, etc. Mais il faudra absolument que les deux paires se suivent en couleur, soit aussi. Elles se suivent hiérarchiquement, mais aussi que les couleurs soient identiques. Voilà. Et ça s'appelle un village. Et le village rapporte 2 points, ce qui somme toute est logique, puisqu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un village? Un village, c'est, on pourrait compter un rhum, et un point, et un deuxième rhum, un point, ce qui fait 2 points. Donc le village rapporte 2 points. Et là, nous avons fait le tour de toutes les annonces. Nous avons fait le tour de toutes les annonces. Mais maintenant, comment allons-nous pratiquer pour faire valoir ces annonces? Eh bien, c'est simple. Lorsqu'un joueur va commencer à jouer, s'il a une annonce, là, il n'y en a pas. On va regarder s'il y en a. Qu'il y en ait ou pas, c'est pas grave. Voilà. Ici, dans ce jeu, je vois un rhum. Oui, lui, il a un rhum. Je les mets comme ça, mais on ne les montre pas. Hein. Je regarde. Hein. Ici, encore un rhum. Alors, c'est un double rhum pour lui. Mais je ne le montre pas. Eux, ils le voient entre eux. Pour nous, ici, on a encore un rhum. Et puis, c'est tout. Hein. Personnellement, je n'ai rien. Je n'ai rien. Et quant à ici, je vous ai dit, il n'y a rien non plus. Donc de notre côté, nous avons un rhum, c'est un double rhum, et vous avez un double rhum et un simple rhum. Donc vous voyez que déjà, dans ce premier coup, qu'est-ce qui sort? Des rhums, et rien de plus. D'où sûrement l'appellation de rhum, et nous y reviendrons ensuite sur cette appellation. Alors comment on va procéder? Le premier à jouer va jouer une carte. Alors, nous, on regarde ensemble. Hein. On regarde si, vous voyez, à pique, j'ai un as et un roi et une dame. Donc, j'ai tout intérêt à faire venir à pique. Bon, alors, il va jouer, par exemple, son 6 de pique. Il joue son 6 de pique. Le deuxième, ici, il a du pique, il doit le jouer. Il joue son valet de pique et il a la main. Ici, il regarde. Regardez, il a qu'un 7 de pique. Il va le jouer. Il va le jouer, obligatoirement. Et il va dire, comme c'est un rhum, il va dire pièce de rhum. Pièce de rhum, c'est-à-dire que c'est un morceau du rhum. C'est-à-dire que maintenant, tous les joueurs, enfin, surtout de notre côté, maintenant, nous savons qu'il a un autre 7. Pièce de rhum, c'est tout. Je vais y revenir. Le suivant, ici, qui fait partie de son équipe, il n'a rien. Il va jeter une petite carte. Il se défausse. Et puis on arrive à nous. Pique, mais obligé de jouer du pique. Et quant à moi, comme c'est moi qui l'ai demandé, hein, je vais jouer mon as de pique. Et nous faisons la levée. Et nous faisons la levée. Je garde les levées, par exemple, ici. Très bien. Donc, il nous a annoncé pièce de rhum. Ça, le jeu va continuer comme ça. Et lorsqu'il va jouer le deuxième 7, il dira rhum, tout court. C'est-à-dire qu'en fait, c'est fini. Vous voyez, il n'y a que deux pièces dans un rhum. Donc, il va annoncer
Rome. Si c'était un double Rome, il annoncerait pas double Rome, il annoncerait aussi pièce de Rome, et quand il pose, il dirait double Rome. On le voit très bien que c'est un double Rome. C'est un as ou un roi. À ce moment-là, il va pouvoir marquer 2 points. 2 points. Vous voyez? Il va marquer 2 points pour son Rome, lorsqu'il le jouera. Et lui, c'est pareil. Hein. Fatalement, tout sera joué parce qu'on jouera toutes les cartes. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe une chose. C'est qu'on peut se poser la question, oui, mais B a joué une pièce de Rome. Mais nous l'avons pris avec l'As. Est-ce qu'il va quand même marquer ces 2 points ou bien il ne va pas les marquer? Eh bien oui, il va les marquer. Oui, il marquera les points. Il va les marquer. Il va les marquer parce que il ne s'agit pas de savoir si l'annonce va être conservée dans les levées de l'équipe, ou bien si elle va passer partiellement ou complètement dans l'équipe adverse. Non, pas du tout. Vous marquez. C'est tout. Par contre, attention, vous devez à chaque fois dire pièce de, alors pièce de Rome, pièce de Ningres, pièce de village, hein, pièce d'Autriche. Vous êtes obligé de dire ça. Et vous devez le dire pour chaque carte. Lorsque vous dites pièce, si par exemple c'est une triche, vous allez en avoir 3. Donc vous pouvez dire pièce de triche, autre pièce de triche et triche. Voilà. Vous annoncez donc votre brelan carte par carte pour le faire valoir à la 3e. Bien. Voilà une autre manière de marquer des points. Et là, je peux dire tout de suite ce qui s'est passé lorsque les règles ont été changées par incompréhension, c'est certain, en 1721. Eh bien, lorsqu'elles ont changé, il était dit, et il est toujours dit, que une annonce qui est faite, lorsqu'on fait une annonce, vous voyez, en disant pièce 2, etc., pour pouvoir la marquer, il faut les avoir conservés dans ces levées. Vous voyez la difficulté. À moins d'avoir que des as, peut-être ça passera. Mais, et encore, il faut avoir la main. Hein. Donc, vous allez avoir des difficultés, surtout pendant un Rome de 7, ou 6, comment vous allez le passer? C'est quasiment impossible. Bon. Donc, ça voudrait dire quoi? Soit l'équipe adverse va en prendre une partie, donc chacun aura une partie, ça ne vaudra rien. Selon les règles de 1721, il faut les concevoir comme ça. Mais si on a capturé une des pièces de Rome, si nous capturons la 2e, alors c'est nous qui allons marquer les 2 points. C'est ça qui est dit. Eh bien, je vous dis que c'est faux. La règle d'origine, c'était pas ça du tout. Vous marquez votre annonce, quelle que soit sa destinée. Vous marquez votre annonce. Je peux citer quelque chose qui va vous... Pour les joueurs de belote, lorsque vous jouez à la belote, vous avez une annonce particulière qui s'appelle justement la belote. Avoir la belote qui rapporte, si je me souviens bien, 10 points, voilà, ou 20 points, je ne sais plus. Bon, bref, cette belote, c'est une annonce qui se fait de la même manière. Pourquoi elle se fait de la même manière? Eh bien, c'est le dame et le roi d'atout, ou le roi et la dame d'atout, peu importe. Lorsqu'on joue, un joueur a en main la dame et le roi d'atout, il va en jouer une, que ce soit le roi ou la dame, il va dire belote. C'est un peu comme si je dis pièce de belote. Oui. Et puis ensuite, plus tard, il va jouer son roi ou sa dame, en fait ce qui reste, la 2e pièce, et il va dire rebelote. Et là, ça voudrait dire, ça y est, il a gagné les points. Il lui faut les deux, hein, bien sûr, belote et rebelote. C'est exactement la même chose.
au, au Romsteck, vous n'annoncez pas d'emblée ce que vous avez, mais vous annoncez pièce par pièce votre annonce. Et que vous dites à la belote, que vous fassiez prendre la dame ou le roi ou les deux, vous allez quand même marquer les points. Voilà. Eh bien, il faut savoir quand même on sait que la belote a sûrement une origine hollandaise. Hein. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà déjà le gros défaut, le gros problème qu'il y a dans les règles du XVIIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'agit pas à ce jeu de capturer les annonces de l'adversaire ou de conserver les siennes. Pas du tout. Vous voyez une chose, c'est que si déjà, bon là, on joue à 6. On peut jouer à 4 ou à 2. Moins on sera nombreux, les probabilités qu'un joueur ait ne serait-ce qu'un romme, une paire, sont faibles. En plus, si cette annonce peut être coupée en deux dans les prises et ne rien valoir, ça veut dire que sur un coup, il n'y a qu'un point qui est assuré finalement. Un seul point. Un seul point. C'est le steak, la dernière levée. Voilà où on en serait si on joue avec les règles du 19e, du 18e, 19e et 20e siècle, 21e même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de jouer comme ça. Il faut qu'on puisse marquer des points. Alors donc déjà, on voit déjà que bon, si on a une annonce, elle va marquer, c'est bon. Mais il ne reste pas moins que ce n'est pas fréquent d'avoir des annonces. Il faut donc pouvoir marquer des points différemment. Et c'est ça qui n'a pas été vu, surtout ça, qui n'a pas été vu correctement par les copistes du 18e, 19e, 20e et 21e siècle. Alors c'est quoi l'autre manière? Comment peut-on marquer des points? Eh bien, dans les règles du XVIIe siècle, il y a un verbe qui est utilisé, c'est le verbe gruger. Gruger. Gruger, entamer, manger. Manger quoi? Des annonces. Des annonces. Eh bien, c'est ça qui a été compris par les copistes. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que gruger, ça signifiait manger l'annonce de l'adversaire. Et donc, en compter les points à leur place. C'est ça. Eh bien, ce n'était pas ça du tout. Ce n'était pas ça du tout. La réalité est ailleurs. Gruger, à l'origine, dans les règles, c'est uniquement manger, effectivement, manger ou les as et les rois de l'adversaire. C'est ça, gruger. C'est ça. On va gruger. Si je ramène un as dans mes levées, je vais marquer un point. Si je me ramène un roi dans mes levées, je vais marquer un point. Donc les as et les rois ramènent un point. Les autres cartes ne ramènent rien. Alors, si on regarde plus finement les règles du XVIIe siècle, comment peut-on le voir ça? Eh bien, on va voir que lorsqu'on parle des annonces, des différentes annonces, on l'a vu, hein, les annonces qui sont... Je ne parle pas du Virlik, puisque Virlik fait gagner tout de suite, mais à partir du Triche, tout ça, jusqu'au double Rome, eh bien, on parle, pas pour le village, parce que dans le village, il n'y a pas d'as, il n'y a pas de roi. Eh bien, dans toutes ces annonces, où les rois et les as sont susceptibles d'exister, on parle de gruger. Mais gruger les rois, c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire qu'ils vont dire par exemple, un brelan rapporte 3 points, et ça n'a pas été compris. Un brelan rapporte bien 3 points, et s'il passe entièrement, c'est-à-dire s'il n'est pas grugé, c'est-à-dire si
si l'adversaire ne ramasse pas, c'est un brelan d'as, hein, par exemple, ou de roi, s'il ne ramasse pas un as ou un roi, ou deux ou trois, les trois, eh bien il va marquer 3 points de plus. Parce que les as et les rois comptent un point. Et donc, si le brelan d'as, il vaut 3 points, on les aura toujours ces 3 points, il n'y a pas de problème. Mais si les 3 as ne sont pas grugés, si on les a conservés, eh bien ça sera 3 points de plus. Une par carte. Ça fera 6 points. Et c'est ça qui est écrit. Alors c'est écrit dans une courte phrase qui n'a pas été vue, a été cachée à l'intérieur, etc. Mais à la fin des règles, il est bien dit que gruger signifie, notamment, quand on dit gruger, c'est-à-dire qu'on a fait tomber un as ou un roi de l'adversaire, notamment en jouant s'il a par exemple, il est obligé de jouer cette carte parce qu'il ne peut pas faire autrement, il le joue en renonce, par exemple, oui. C'est gruger, ça. C'est comme ça qu'on va pouvoir... De toute façon, pour capturer un as, il n'y a que cette manière. Parce que si l'adversaire joue un as, ben, il est sûr de faire la levée. Mais par contre, si nous on joue d'une couleur et que sa dernière carte, par exemple, c'est un as et que c'est pas de la couleur demandée, eh ben, on fait tomber son as si on arrive à faire la levée. C'est ça, gruger. Il n'empêche pas moins que si vous avez un as, vous jouez un as et vous faites la levée, sans gruger, vous le comptez. Mais on parle surtout de gruger les annonces. Le roi et l'as dans les annonces. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les annonces en elles-mêmes rapportent ce qu'on a vu, hein, c'est-à-dire, on va dire, 1, 2, 3 points, mais s'il y a des as et des rois dans l'annonce, eh ben, ils sont susceptibles d'amener davantage. C'est tout. Mais dans un brelan d'as, si je me fais gruger, un, bon, eh ben, écoutez, à ce moment-là, ben, j'en compterai que 2 points de plus. Et puis si j'en ai 2 de gruger, je compterai 1 point de plus aux 3 points de brelan. Et puis si il me gruge les 3, eh bien, je ne marque plus que mes 3 points de base, et l'adversaire il marquera les 3 points des as qui ont été grugés. Voilà, c'est ça le jeu du Rumsteak. C'est ça. Les as et les rois ont un rôle capital. Pourquoi? Parce que il y a 4 rois, il y a 4 dames dans un jeu, bien entendu. Donc ça fait 8 points potentiels. Il y a un potentiel de 8 points à gagner à chaque coup. Voilà. C'est un potentiel de 8 points. Donc là, on n'est plus dans uniquement le... Alors, peut-être pas 8, parce que nous avons un talon, vous voyez. Et regardons, par exemple. Si on regardait là, est-ce que... Bon, ben là, regardez, il y a un roi. Donc, il n'y a que 7 points. On a 7 points, là, dedans. Vous voyez. Donc, on a 7 points à se répartir. Mais maintenant, donc, ça fait... Là, on va avoir ici 7 points, plus le steak, ça fera 8. 8 points à se répartir. On n'est plus à 1 point, là. Et ensuite, bien sûr, si on arrive à placer les roms, etc., ça fera 2 points, des doubles roms, etc., etc. Voilà comment ça se passe. Et là, je vous ai maintenant, vous savez tout. Vous savez tout sur le Rumsteak. En tout cas, comment on y joue. Et pourquoi les règles actuelles sont mauvaises. Elles sont fausses. Et c'est pas possible qu'on ait pu y jouer comme ça. Ce n'est pas possible. Là, maintenant, vous avez un jeu sur lequel vous allez essayer de gagner les as, de gagner les rois. C'est le jeu principal. Le reste, c'est de l'annonce. Alors l'annonce, d'accord, va rapporter des points, hein, mais c'est pas énormément de points quand même. Hein. Mais ces annonces, lorsqu'on fait une annonce, on dit pièce de quelque chose, alors ça donne une idée quand même au joueur adverse de ce qu'on a dans son propre jeu. Voilà ce qui peut être intéressant dans ce jeu du Rumsteak. Je parle beaucoup, mais j'ai aussi passé beaucoup de temps. Hein. Alors voilà, c'est terminé. C'est terminé. Je regarde quand même si j'oublie pas des choses à vous dire. Pour le jeu, c'est terminé. Hein. Je voulais quand même vous parler de la marque. Je ne sais pas si vous allez la voir. Bon. Voilà un exemple de marque.
on pourrait marquer sur un papier, voilà. Ici, j'ai mis 21, hein, bon. 21 bâtons. 21 bâtons, nous, eux, ouais, c'est vous qui tenez. Ok, vous avez marqué, admettons, on joue à 4, donc on joue à 21. Et avec une gomme, on enlève. Alors, quel est l'intérêt de compter, de décompter plutôt que de compter? A priori, aucun. Eh bien, il faut voir quelque chose. C'est que dans les règles, il y a les règles du jeu, comme je viens de vous expliquer, mais il y a aussi des règles concernant les erreurs de jeu, les fautes. La plupart des fautes, peut-être je ferai une vidéo à part là-dessus, hein. Là, si ça plaît, je ferai une vidéo à part. Eh bien, les fautes, il faut savoir comment ça se passe. Lorsque un joueur fait une faute, alors il y a plusieurs niveaux de faute. Une faute classique, bon. Eh bien, à ce moment-là, son équipe va être pénalisée. Et comment elle va être pénalisée? Elle va recevoir 3 marques supplémentaires. C'est-à-dire que comme on joue en effaçant les marques, eh bien, admettons que ça c'est vous et ça c'est nous, ici, eh bien, si un de nos équipiers fait une faute, alors vous allez marquer, vous allez nous marquer 3 bâtons supplémentaires. Vous voyez? Alors que dans les jeux classiques, où on joue plutôt en montant, on va donner 3 marques. On va faire bénéficier l'adversaire de 3 marques, ce qui fait qu'on le rapproche du but. Alors qu'ici, on ne le rapproche pas du but, mais on éloigne celui qui fait défaut. Et c'est ça l'intérêt de décompter plutôt que de compter. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, ça je voulais vous le dire. Voilà. Il y a un point quand même que je n'ai pas complètement élucidé. Dans les règles, parce que là vous avez vu, on joue un coup. Une fois qu'on a fini, bon le steak terminé, ok c'est fini, on va passer au coup suivant. Mais qui va donner? Et là c'est très difficile à répondre, parce que la règle, elle dit ceci. La règle dit que celui qui a donné, je vous ai dit qu'il y a plusieurs manières de donner. On peut faire 2, 2 et As et 1, ça fait 5. Ou bien 3 et 2, 2 et 3, bon, etc. Tous les cas sont possibles. Mais une fois qu'on a commencé comme ça, la règle dit que pendant toute la partie, celui qui a donné doit donner toujours de la même manière. Alors, quand je lis ça, moi je dis que sur une même partie, ici sera 35 points, eh bien, ça sera, si c'est le joueur E qui a été le premier donneur, il va rester donneur toute la partie. Il va donner toute la partie. Mais un peu plus loin, il est ainsi, et ainsi des autres, et ainsi des autres selon leur rang. Mais voilà, là il y a un problème, vous voyez, il y a un problème d'entendement. Alors qu'est-ce que je dirais? Eh bien, je dirais que dans un parti comme ça, à 6, personnellement, je pense que le mieux, c'est que... Parce qu'il est quand même bien dit que si un est donneur, l'autre marque. Bon, il est évident que là, on ne peut pas permuter les marques, hein, parce qu'en général, il marque sur la table, il marquait sur la table, donc c'est pas possible, il va rester marqué. Alors, est-ce que celui qui marque va pouvoir devenir donneur tout en marquant? C'est pas très cohérent, hein. Et quand même, dans la règle, il est bien écrit que celui qui a donné l'an premier doit continuer à donner toute la partie de la même manière. Bon. Donc moi je dirais que pour une partie entière, alors sous réserve de jouer 2 parties, hein, et bien pour alterner, ce sera toujours le même joueur qui sera donneur. Voilà.
Si vous vouliez changer à chaque coup, il faudrait que ce soit une équipe puis l'autre, de préférence. Donc si pour un coup c'est E qui est donneur, d'accord, et bien pour le coup suivant, ça sera B. Et après, ça sera E, et ensuite ça sera B, E. Pour 4 joueurs, ici, si le donneur est ici, d'accord, celui qui va marquer c'est lui, et bon, ben ça sera donneur une fois, donneur ici, donneur une fois, comme ça. Comme ça, on garde la même structure. Voilà. Bon, c'est tout ce qui me restait à dire sur le jeu lui-même. Et maintenant, je vais vous parler quand même de Rome. Cette appellation Rome. Rome. Bon, steak, je vous ai dit ce que j'en pensais. Rome. Alors là, donc je vais vous... Si vous allez sur Wikipédia, en anglais, vous allez voir que c'est un jeu qui s'appelait de différentes manières, mais notamment une qui c'était, alors c'est en allemand, je ne sais pas prononcer, Rum und RUM, plus loin und, UND, et donc c'est Stitch, S-T-I-C-H. Rum und Stitch, qui sonne un peu comme Rumsteak. Très bien. C'est d'ailleurs ce que nous avait rapporté dans les commentaires Pierre Longuet. Et c'est très intéressant parce que ce Rum und Stitch, on le retrouve, comme dit Pierre, on le retrouve chez Johann Fischart. Alors Johann Fischart, c'est quelqu'un qui avait écrit sur la liste des jeux de Gargantua. Il a écrit en 1575 et il avait mis ce jeu dans la liste des jeux en traduction. Il avait traduit les jeux de Gargantua en mettant un qui s'appelle Rum und Stitch. Et donc, David Parlett, notamment, spécialiste des jeux de cartes, a donné comme appellation du Rumsteak Rum und Stitch. Mais je me suis posé la question, pourquoi Rum und Stitch serait Rumsteak? Parce que ça lui ressemble, parce que ça sonne. Bon, d'accord. Au départ, moi, quand j'ai vu Rumsteak, j'ai pensé à Rumsteak. Vous voyez, la pièce de viande. Mais ça n'a rien à voir. C'est rump et steak. Ça n'a rien à voir. C'est une tranche d'une partie de viande spéciale, voilà, dans l'arrière-train. Ça n'a rien à voir, et pourtant ça sonne encore plus pareil que Rumsteak. Mais ça n'a rien à voir. C'est un faux ami. Alors pourquoi Rum und Stitch ne serait pas un faux ami? Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai cherché un peu qu'est-ce qu'on pouvait trouver là-dessus. Et j'ai vu qu'en fait, pour pouvoir traduire, il fallait bien qu'il associe un autre jeu, un jeu en français d'époque. Eh bien, quel était ce jeu? Eh bien, c'était le Picarom. P-I-C-Q-U-A-R-O-M-E. Picarom. Le Picarom, il apparaît donc dans les jeux de Rabelais, mais pas dans la première édition de 1534, mais dans on va dire j'essaie de vous le retrouver, une édition plus tardive, pas tellement plus tardive quand même, hein. Bon, je ne vais pas le trouver comme ça. En fait, je crois que c'est quelques années après, hein. Donc, il faut que je le retrouve. Voilà. Non, je l'ai pas. Bon, c'est vraiment très peu quelques années après la première. Bon, quelques années après la première. Donc, apparaît dans la liste
ce fameux picarum. Alors reste à savoir qu'est-ce que c'est que ce picarum. Ah oui, là, ça y est, 1542. En 1542, dans l'édition de Francis Juste, 1542, apparaît pour la première fois le jeu du picarum dans la liste. 1542, la première édition, c'était 1534. Eh bien, c'est au-devant de ce picarum que Fischer a écrit Rum und Stick. C'est sa traduction. Vous voyez, picarum, et on retrouve encore le fameux rhum. Hein, et Rum und Stick. Alors, qu'est-ce que c'était que le picarum? Donc, si on suit ce qu'on dit là, notamment David Parlett, bon, ben, c'était le rhum